Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de regarder cette vidéo en direct ou en différé. Alors, si tu es ici, c'est que tu es intéressé par l'électricité industrielle, c'est très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des contacteurs. Nous allons parler essentiellement du contacteur moteur et du contacteur auxiliaire. Donc, je vais t'apprendre ou je vais te montrer comment faire la différence entre un contacteur moteur et un contacteur auxiliaire. De telle sorte que, à l'issue de cette vidéo, tu sois capable de faire la différence entre les deux et que tu sois capable d'utiliser l'un ou l'autre en fonction de tes besoins. Alors, si tu es prêt, c'est parti. On va commencer. On va commencer notre vidéo. Alors, ici, tu as la présentation. Tu as la présentation donc des différents, euh, des différents contacteurs qui existent. Hein. Tu peux avoir celui-là, tu peux retrouver celui-là. Donc celui-là, il est de marque Schneider. Lui, il est de marque Télémécanique. Lui aussi, c'est un Schneider. Schneider. Et là, c'est un VEG. Voilà. Grosso modo, autrement dit, tu as plusieurs contacteurs. Tu peux avoir plusieurs contacteurs et les mêmes, et chaque contacteur peut te rendre le service, peut assurer le service dont tu as besoin. Alors, tu me diras, c'est quoi un contacteur moteur? C'est quoi un contacteur auxiliaire? Ce que tu dois savoir, ce que tu dois retenir, c'est qu'en matière de contacteur moteur très important, le contacteur moteur est un élément qui est capable d'établir ou d'interrompre le courant de puissance dans un circuit. Ici, tu peux noter, euh, je vais le faire pour toi ici, en prenant mon surligneur. Ici, tu peux noter le courant de puissance. Donc, le contacteur moteur est capable d'établir donc le courant de puissance dans un circuit. Et lorsqu'on parle de courant de puissance ici, hein, on parle de courant de 230 volts, 380 volts et au-delà, 660 volts. Notamment ces trois-là, je vais m'arrêter à ces trois. Donc, le contacteur de puissance, lorsqu'il est activé, hein, laisse passer donc le courant de puissance dans le circuit. Et l'utilité principale du contacteur moteur est de pouvoir être commandé à distance. C'est-à-dire que le contacteur moteur, c'est une impulsion, un signal, ça peut être un bouton marche qui est appuyé, ça peut être un capteur qui a détecté quelque chose, ça peut être une pesée, voilà, une pesée, un poids identifié quelque part qui est atteint, et à partir de là, un signal va être envoyé sur le contacteur moteur, les contacts vont se fermer et il va laisser passer le courant de puissance dans le circuit. Donc, il va permettre d'autoriser ou pas le passage du courant électrique vers le moteur auquel il est relié. Effectivement, le contacteur moteur laissera passer le courant dans le circuit qui, lui, ira sur le moteur. Pas n'importe quel moteur, le moteur sur lequel il est relié. Donc, tu peux suivre par des fils, tu peux suivre par la numérotation, en partant donc de ton contacteur moteur, le moteur sur lequel il est relié. Donc, très important. Contacteur moteur égale passage de courant de puissance. Courant de puissance égale du 230 volts, égale du 380, égale du 660 volts. Ben, en général, dans l'industrie, hein, parce que là, on est vraiment au niveau de l'industrie. Dans l'industrie, on aura affaire soit au 230 volts, soit au 380. Mais en majorité, il s'agira du 380 volts. Là, tu as une illustration ici de puissance que tu peux facilement reconnaître. Alors, pour reconnaître un contacteur de puissance, c'est simple. C'est vraiment simple. Tu devras regarder déjà si tu as des contacteurs de type Schneider. Donc, tu as quoi? Tu auras cette partie en noir ici. Donc, tu as cette partie en noir ici. OK, tu as cette partie en noir. Et tu as cette partie
en blanc. Donc, tu as deux parties. Voilà, pour les contacteurs Schneider, hein, pour certains contacteurs de type Schneider. Donc, tu as ça. Et lorsque tu as ça, tu as le noir et tu as la partie en, en blanc. Sur la partie en noir ici, tu remarqueras que tu as des indications. Tu auras ici 1L1, 3L2, 5L3. Voilà. Et en bas, tu auras 2T1, 4T2 et 5 T3. Voilà. Lorsque tu auras ces indications-là, L1, T1, pour cette ligne, la deuxième ligne sera L2, T2. Pour la dernière ligne, sera L3, T3. Lorsque tu auras donc ces indications sur un contacteur, immédiatement, tu devras savoir que c'est un contacteur de puissance. Voilà. Là, c'est pour le cas Schneider, parce que tu as le noir et tu as le blanc. Mais tu peux avoir des contacteurs tout noirs, comme tu peux avoir des contacteurs tout blancs. Mais une fois que tu as les indications L1, L2, L3, T1, T2, T3, quelle que soit la couleur, pour toi, c'est un contacteur de puissance. Il sera un contacteur de puissance, donc tu devras le mettre sur du 230 ou du 380 ou du 380 volts. Là, c'est vraiment de base. Après, tu vas retrouver sur ton contacteur de puissance, tu vas retrouver des appellations NO, NC, NO en bas, NC. Et tu auras 13, donc 13 NO, 14 NO. C'est-à-dire que le contact 13 NO, donc celui-là, je vais te rendre ça plus clair, pour que ce soit plus clair, plus potable. En matière de contact, pour que ce soit plus clair pour toi. Donc, le contact 13 NO, donc ce contact ici, c'est le même que tu as ici. Voilà. Donc, tu rentres par 13 NO et tu sors par 14 NO. NO pour normalement ouvert. À côté, tu as 21 NC, 22 NC. Donc, tu rentres par 21 NC et tu dois sortir par 22 NC. Voilà. Donc, 13 NO, 14 NO, ça veut dire que ce contact-là, il est ouvert. C'est-à-dire, si tu prends le contacteur actuellement et que tu essaies de sonder les deux points, si tu prends un multimètre et que tu mets sur sonnerie, tu feras que ça ne sonne pas parce que le contact, il est ouvert. Donc, il n'y a pas de continuité. Par contre, le 21 NC et 22 NC, c'est normalement closed, donc normalement fermé au repos. Ça veut dire que si tu mets ton multimètre et tu fais sonner, tu verras que tu auras une continuité entre cette vis et cette vis, parce que le contact il est normalement fermé, normalement closed. Voilà. Et pour changer d'état, ce contact qui est normalement closed, si tu veux l'ouvrir, ce contact qui est normalement ouvert, si tu veux le fermer, et les contacts L1, L2, L3, T1, T2 et T3, qui sont des contacts ouverts, pour les fermer, c'est simple, il faut alimenter ton contacteur moteur. Donc, il faut lui envoyer du courant ici. Il faut lui envoyer du courant sur A1, ok, et sur A2, l'envoyer au neutre. Donc, sur A1, en général, en industrie, vous aurez soit du 24 volts, soit du 48 volts. Après, que ce soit de l'alternatif ou du continu, pour l'instant, ce n'est pas trop important. On est sur le principe. Donc, pour alimenter votre contacteur, ce sera du 24 volts ou du 48 volts. Donc, vous aurez du 24 volts, du plus 24 volts ou du plus 48 volts qui viendra. Et en sortie ici, vous aurez donc votre neutre. Voilà. On va faire ça bien. Voilà, vous aurez votre neutre ici. Voilà. Vous aurez votre neutre dans votre 0 volts. Voilà. Et une fois que ce sera alimenté, la bobine, parce qu'à l'intérieur de cette
partie-là, noire, là où vous avez une bobine, cette bobine sera excitée. Et à partir du moment où elle sera excitée, donc tous les contacts changeront d'état. Donc L1, T1, c'est un contact ouvert, il va se fermer. L2, T2, c'est un contact ouvert, il va se fermer. L3, T3, c'est un contact ouvert, il va se fermer. 13 NO, 14 NO, c'est un contact ouvert, il va se fermer. 21 NC et 22 NC, c'est un contact fermé, il va s'ouvrir. Donc tous les contacts vont changer d'état de façon simultanée. Tous en même temps. Aucun contact ne va s'ouvrir et l'autre rester dans son état. Donc tous changeront d'état au même moment. Voilà. Voilà. Donc, illustration ici. Donc, ici, tu as un autre modèle de contacteur moteur Schneider. Voilà. Et donc, tu peux voir qu'il est tout noir comparé à celui qu'on avait précédemment qui était noir et en façade blanc. Là, tu as un tout noir. Et qu'est-ce que tu constates? Tu constates que tu as bien ton L1, L2, L3 en entrée et en sortie, T1, T2, T3. Voilà. Donc, lorsque tu as ça, automatiquement pour toi, tu as un contacteur de puissance. Tu as un contacteur de puissance. Donc, tu peux avoir en alimentation du 230 ou du 300 ou du 380. On va rester sur ça, puisque c'est les tensions qu'on retrouve en général en entreprise. Voilà. Et à côté, tu as donc des contacts auxiliaires que tu peux utiliser en fonction de ton besoin. Et comme je disais tout à l'heure, pour faire fonctionner ton contacteur, il faut que tu lui amènes sur A1 du plus 24 volts ou du plus 48 volts. Voilà. Donc, il faut que tu lui emmènes ça ici, sur A1, et que en sortie, donc sur A2 ici, tu sortes ton 0, donc ton 0 volt, donc qui est ton neutre. Voilà. Une fois que tu auras cette boucle-là qui sera alimentée, donc tous tes contacts changeront d'état et ton contacteur va se fermer. Et tu pourras le constater, hein, tu pourras le constater parce que ici, tu as cette partie mécanique-là, ok, qui va donc bouger. Tu la verras, elle sera enfoncée et donc tes contacts auront changé d'état. Voilà. Après, tu peux au repos, si tu n'es pas alimenté, tu peux utiliser un tournevis et faire enfoncer cette partie-là pour voir si il n'y a pas un point dur ou pour tester tes contacts si lorsque tu, euh, tu alimentes ta bobine, mais tous les contacts se ferment. Attention, très important, si en actionnant cette languette, tu constates que tu as un des contacts qui ne change pas d'état, il faut simplement jeter ton contacteur. On ne repart pas un contacteur moteur. Si tu as des doutes après avoir testé un contact, s'il ne fonctionne pas, il faut le changer. Voilà. Il faut le changer. Bon, moi, je t'ai parlé du 24 et du 48. Ici, par exemple, tu as la référence. Ici, tu as 12 volts DC. Donc, 12 volts DC, c'est pour la bobine. Voilà. Donc, moi, je t'ai parlé du 24 ou du 48. Effectivement, tu peux avoir de 12 volts. Voilà. Et là, c'est un cas d'espèce, c'est un typique 12 volts. Voilà. DC, donc, courant continu, pour l'instant, on n'en parle pas. On en parlera dans une prochaine vidéo. Après, si tu veux avoir des éléments, plus d'informations sur le contacteur, son utilisation, voilà, si tu veux avoir tout ce qui est recommandation constructeur, tu viens scanner le QR code ici. OK? Tu viens scanner le QR code et à l'intérieur, tu auras toutes les informations liées donc à cet appareillage. Donc, jusque-là, c'est bon. En matière de contacteur auxiliaire, okay, ce que tu dois retenir, c'est qu'un contacteur auxiliaire, contrairement à un contacteur de puissance, ne possède pas de contact de puissance. Donc, c'est-à-dire que sur lui, hein, même si tu vois la partie noire et la partie blanche, sur lui, tu n'auras pas L1, L2, L3 en partie supérieure et en partie inférieure, tu n'auras pas T1, tu n'auras pas T2, tu n'auras pas T3. Voilà. Ça, tu n'auras pas. Ça, tu n'auras pas.
sur un contacteur auxiliaire. Donc, un contacteur auxiliaire, contrairement à un contacteur de puissance, ne possède pas de contact de puissance. Voilà, contact de puissance, c'est ça. Voilà. L1, T1, L2, T2, L3, T3. Voilà. Il est utilisé dans le circuit de commande d'un montage électrique en utilisant les contacts à fermeture NO, NF, donc normalement ouvert ou normalement fermé, et les contacts à ouverture normalement ouverts, normalement fermés ou normalement les contacts à ouverture normalement close ou haut, afin de réaliser une logique de commande. Les contacts du contacteur auxiliaire ne pourront donc couper que les intensités de faible valeur. Voilà. Donc, quand on parle de contact, donc c'est tous ces différents contacts que tu vois ici, hein, qui ne sont là que pour couper les intensités de faible valeur. Voilà. Quand on parle de faible valeur, c'est des tensions. Hein. On parle des intensités en ampères, mais en matière de tension, hein, puisqu'il y a forcément un lien en matière de tension, on est vraiment sur des tensions de 12, on peut avoir du 12 volts, on peut avoir du 24 volts, on peut avoir du 48 volts. Et là, en matière de puissance, parfois, tu peux avoir du 230. Voilà. Tu peux avoir dans certains cas, tu peux avoir du 230. Donc, les contacteurs auxiliaires, hein, vont donc permettre de couper ou de laisser passer ces différentes gammes de tension-là. Voilà. En illustration, donc ici, tu as un contacteur auxiliaire. OK? Un contacteur auxiliaire, pourquoi? Ben déjà, tu regardes, là, tu as 13 NO, 23 NO, 33 NO, 43 NO. Et en bas, tu as 14 NO, 24 NO, 34 NO, 44 NO. Tu as A1 plus, tu as A2 moins, et tu n'as pas de L1, L2, L3, T1, T2, T3. Donc, comme on a dit tantôt, si je n'ai pas L1, L2, L3, donc je suis en face d'un contacteur de commande. Voilà, je suis en face d'un contacteur de commande. Donc, sur le contacteur ici, pour le faire fonctionner, sur le contacteur de commande ici pour le faire fonctionner, donc tu lui envoies sur A1 ici, tu vas lui envoyer donc du 12 volts, tu vas lui envoyer ou du 24 volts, tu vas lui envoyer ou du 48 volts, tu vas lui envoyer ou du 230. Ça dépend de ça dépend de ta configuration. Mais en général, si tu veux bien faire les choses, tu n'auras pas le 230, hein, tu n'auras pas le 230, tu auras juste donc ces tensions là, ok, tu auras juste ces tensions là, ok, et tu enverras sur ta bobine à l'entrée et à la sortie. Donc tu auras ton 0 volt, ok, donc il constituera ton neutre. Et une fois que cette boucle sera alimentée, ben, tous tes contacts ici vont changer de position. Voilà, vont changer de position. Ici, tu as 13 NO. Donc, tu auras 13. C'est le contact, hein, c'est le contact numéro 13 qui est lié au contact numéro 14 NO. Voilà. Donc, ce contact 13 NO et 14 NO, c'est un contact qui est ouvert. Donc, il faut que la bobine soit excitée. Donc, il faut qu'il y ait du courant qui passe pour que ce contact ouvert se ferme. La même chose pour le 23-24. Pour qu'il se ferme, il faut qu'il y ait le contact. Il faut qu'il y ait le courant qui passe. La même chose pour le 33-34. La même chose pour le 43-44. Voilà. Donc, c'est des contacts ouverts qui vont se fermer lorsque lorsque tu auras du courant et donc lorsque ta bobine sera excitée. Tu remarqueras bien que, tu l'auras compris, là, c'est un contacteur auxiliaire à 4 contacts ouverts. Là, tu as 4 contacts NO. 1, là, c'est 1, 2, 3, 4. 4 contacts NO. Tu peux avoir des contacteurs auxiliaires à 4 contacts NC, normalement fermés.
comme tu peux avoir des contacteurs auxiliaires à plusieurs types de contacts, ouverts, certains fermés. Voilà. Pour l'utilisation du contacteur auxiliaire, il te faudra donc lire la notice d'utilisation. Bien entendu, lorsque tu passeras la commande, puisqu'ici tu as la référence ici, donc lorsque tu passeras la commande pour cette référence-là, c'est que tu te seras rassuré que cette référence sert bien les besoins de ton installation. Voilà. Donc là, c'est vraiment une illustration contacteur auxiliaire. Après, si tu veux quelque chose pour mieux retenir, qu'est-ce que tu peux retenir? Ben, tu peux retenir ceci. Attends que je fasse tout ça. Tu peux retenir ceci pour vraiment asseoir la différence entre le contacteur de puissance et le contacteur entre le contacteur moteur et le contacteur de auxiliaire. Donc, si tu as ton armoire ici, tu peux avoir deux armoires, un qui gère la puissance et l'autre qui gère la commande. Ça ne veut pas mélanger les circuits. Un qui gère la puissance, l'autre qui gère la commande. Okay. Donc, en matière de puissance, on dira qu'ici, on a du 230 et on a du 380 hein, volts. Et ici, en matière de commande, on dira qu'on a du 12 volts, on dira qu'on a du 24 volts, on dira qu'on a du 48 volts. Voilà. Donc, ici, on aura tendance à trouver, dans la partie commande, on aura tendance à trouver le contacteur de commande, tu l'auras compris. Et ici, dans la partie puissance, on aura tendance à trouver le contacteur moteur. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Si tu as des armoires séparées, une partie puissance, une partie commande, ben, c'est dans la partie commande que tu trouveras les contacteurs donc tu pourras trouver des contacteurs de commande et dans la partie puissance, tu pourras trouver des contacteurs de puissance, des contacteurs moteurs. Voilà. Ça, c'est si c'est séparé. Hein, c'est possible. Et si ce n'est pas séparé, ben, tu trouveras tout à l'intérieur. Il te faudra simplement aller dans l'armoire et regarder donc, repérer les contacts ici. Voilà. Si tu n'as que des NO ou des NC, c'est que tu es en face d'un contacteur de commande. Et si tu as des T1, T2, L1, L2, à partir de là, tu as un contacteur de puissance. Je pense que là, c'est clair. Ici, tu as la symbolique des contacteurs. Hein, ça, c'est très important. La symbolique des contacteurs. Pour le contacteur moteur, dans les schémas électriques, parce que derrière ce qu'on fait, on va aller vers les plans électriques. Donc, dans les contacteurs moteurs, dans les schémas, tu verras l'appellation KM. KM pour contacteur moteur. Donc, lorsqu'on aura un KM, hein, on peut avoir KM1, KM2, KM3, KM10, KM30, KM40. Ça dépend de l'envergure de ton installation électrique. Lorsque tu verras un KM, okay, c'est que tu es en face d'un moteur. Et donc, voilà. Et ce moteur, qu'il soit en 230 volts ou qu'il soit en 380 volts, on parlera toujours de KM. Voilà. Donc là, c'est pour l'appellation. Maintenant, en matière de représentation schématique, dans les plans, on l'aura comme ça. Et tu vois bien, hein, L1, donc 1 L1, 2 T1, donc il représente ça. Donc l'entrée, on rentre par le haut, on sort par le dessous. Donc on rentre par 1 on rentre par 1 L1, on sort par 2 T1. Donc ici. 3 L2, 4 T2, donc le deuxième contact. Le dernier, 5 L3, 6 T3, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'est représenté schématiquement un contacteur. Et lui, par exemple, on l'appelle KM2. On pouvait l'appeler KM6, KM7. Voilà, il s'appelle KM2. OK? Et ces contacts ici sont
voilà, sont subordonnés par le fonctionnement de cette bobine. Voilà, la bobine KM2. Cette bobine est à l'intérieur donc du contacteur moteur. Et on voit que pour la faire fonctionner, il faut entrer par A1, donc il faut entrer le courant par A1 et sortir par A2. Voilà. A1 est ici, A2 est ici. Donc une fois qu'on a notre courant, soit notre 24, 12 ou 48 volts, qui entre dans A1, qui sort par A2, à partir de là, la bobine ici, qui s'appelle KM2, va s'exciter. Une fois qu'elle sera excitée mécaniquement, c'est quand vous voyez des pointillés ici, qui partent de la bobine, et attaquent tous les contacts en même temps, donc les 3 contacts en même temps. Et pas que les 3 contacts, parce qu'ici à côté, vous avez un contact 13NO ici et 14NO, donc j'aurais dû représenter ici. Voilà, que j'aurais dû représenter comme ça. Voilà. Donc, une fois que cette bobine sera excitée, ben, ces 3 contacts de puissance vont se fermer et le contact 13NO, 14NO qui est ouvert aussi va se fermer. Voilà. Il va se fermer et donc on aura notre puissance ici qui passera et derrière ici qui sortira pour aller alimenter un moteur électrique. Voilà. De l'autre côté ici, on a le contacteur auxiliaire qui est totalement différent. Hein. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On a le contacteur auxiliaire. Lui, l'appellation dans les schémas électriques, ce sera plus du KA. Voilà. On va dire KA pour contacteur auxiliaire. Voilà. On va dire KA pour contacteur auxiliaire. Et il sera représenté, lui, par une bobine, hein, la même bobine, hein, par une bobine avec un A1. Donc on rentre en A1, on sort en A2 et on va l'appeler, là je l'ai appelé KA2, voilà, on pouvait l'appeler KA3, KA4, KA5, KA6, KA10. Voilà. Là c'est KA2, voilà. Et sur voilà, KA2, et donc cette bobine elle est à l'intérieur. Et vous remarquez que nous n'avons que des contacts normalement ouverts. Voilà, nous n'avons que des NO. Voilà, donc nous avons que ce type de contact-là, NO. Voilà. Et donc, lorsque cette bobine sera alimentée par du 12, du 24 ou du 48 volts, ok, et elle sera alimentée, donc la bobine est excitée, tous ces contacts vont se fermer. Donc, tous les KA2 hein, vont se fermer. Et comment est-ce qu'on fera la différence avec ce KA2 ici? Comment on fera la différence avec celui-là? Comment on fera la différence avec celui-là? Comment on fera la différence avec celui-là? Ben, c'est simple. La différence va résider par les bornes de contact. Ici, on a 13 et 14. Donc, ils auront tous le même nom. Hein. Ils vont s'appeler K2. Sauf que lui, il va s'appeler K2. Ici, 13, 14. Voilà. Donc, on saura que c'est lui, 13, 14. Si on veut le dernier K2 ici, on va simplement le représenter comme ça. On va l'appeler KA2. Ils ont le même nom. Mais sauf que lui, il est en 43, 44. Voilà. Donc, lorsque dans le schéma électrique, on voudra parler de lui, de ce contact-là, on dira contact ouvert KA2, mais en position 43, 44. Comme cela, lorsque tu viendras dans ton armoire électrique, tu vas chercher ce contacteur-là, okay, qui ici aura une étiquette K2 pour que tu saches que c'est lui. Donc, il aura une étiquette ici K2, tu sauras que c'est lui, et tu viens regarder en 43, 44, donc tu sauras que c'est bien lui. Ou si tu regardes en 13, 14, tu verras ici, branché, tu verras que c'est bien lui. Et bien entendu, là, c'est les contacts. Après, tu as le numéro du fil. Hein, le fil ici peut s'appeler par exemple 4 et en sortie 5. Voilà. Donc sur le fil qui vient, donc sur ce fil qui vient en borne 13, ici, tu verras le numéro 4. Et sur le fil qui sort de la borne 14, tu verras le numéro, par exemple, 5. Voilà. Donc voilà. Donc contacteur auxiliaire KA, contacteur moteur KM. Contacteur moteur, il est représenté par la bobine qui active les 3 contacts avec les différents contacts auxiliaires associés et tous reliés par
tous reliés par un levier magnétique. Okay. Et au niveau du contacteur auxiliaire, donc comme j'ai dit, Ka, avec sa bobine, okay. Et les contacts, contrairement au contacteur moteur, on ne va pas représenter les contacts comme ça, on va les représenter de façon individuelle dans le schéma, mais en faisant référence donc à leur bande de connexion, sans oublier les fils, de la numérotation des fils auxquels ils sont associés. Voilà. Et information aussi, hein, là, on est au contacteur auxiliaire qui s'appelle Ka, mais vous avez aussi d'autres Ka qui sont des contacteurs auxiliaires, mais en général, on les appelle des relais. Voilà. Qui sont des relais. Hein. On n'en parle pas aujourd'hui. On en a parlé dans une vidéo qui, je pense, ça doit être en ligne. Voilà les relais. Les relais qui sont des éléments de contact hein, qui, lorsqu'ils reçoivent l'énergie du 24, du 12 ou du 48 volts, ils possèdent des contacts qui changent de position. Donc, des contacts qui sont ouverts ou qui sont fermés et qui changent de position en fonction de l'excitation de la bobine. Et donc, ils laissent passer le courant. Exactement comme le contacteur auxiliaire. Mais ceux-là, ils sont très petits. On les appelle des contacteurs auxiliaires Ka. Voilà, donc vous verrez, on les verra un peu plus tard. Mais pour l'instant, restons sur ce type de contacteur auxiliaire. Voilà. Bon, très important, hein, très important. Très important, vous aurez remarqué que sur les différents contacteurs, que ce soit moteur ou auxiliaire, hein, on a des ouvertures ici, on a des ouvertures là, on a des ouvertures ici, des ouvertures là, vous avez des ouvertures ici, vous avez des ouvertures là, des ouvertures ici. Voilà. Ces ouvertures ne sont pas là pour rien, elles sont mises à dessein pour être utilisées. Et donc, on va en parler. Donc, très important, sur les contacteurs, il est possible d'y greffer des blocs additifs. Voilà, donc ces ouvertures sont faites spécialement ou expressément pour y mettre des blocs additifs. Donc, on peut avoir ce bloc additif-là, qui est un bloc additif de contact. Voilà, un bloc additif de contact. Vous voyez ici, on a NO, NC, NC, NO, NO, NC, NC, NO. Rappelez-vous, on rentre par le dessus, on sort par le dessous. Voilà. Donc là, NO, NO, donc on a un contact normalement ouvert, position 53, sortie 54. Le deuxième, c'est un contact normalement fermé, position 61, sortie 62. OK. Normalement fermé, le troisième, 71, on sort en 72. Normalement ouvert, 83, on sort en 84. Par exemple, celui-là, ce bloc additif, donc, il a deux contacts NO. On peut venir, en cas de besoin, on peut venir le greffer sur, on peut venir le greffer ici. Voilà, on peut venir le greffer ici, on peut venir le greffer, par exemple, ici, hein, sur des contacteurs qui n'ont que des contacts, NO. Voilà, si vous avez besoin d'un contact NC, vous allez chercher un bloc additif et vous venez le greffer. Ils ne sont pas tous interchangeables, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre un Schneider et un télémécanique et les mettre ensemble. En général, le constructeur fait en sorte que les blocs additifs fonctionnent avec ses contacteurs. Voilà. Donc, télémécanique fera de même et ainsi de suite. Voilà. Donc, si vous avez un contact moteur Schneider, il vous faudra un bloc additif Schneider. Si vous avez un contacteur moteur télémécanique, il vous faudra un bloc additif télémécanique et vice versa. Voilà. Donc c'est ça. Donc, si vous avez besoin du contact supplémentaire, vous pouvez les ajouter. Donc, la même chose, voilà. Ici, là, on a ajouté 4 contacts, donc 2 NO, 2 NC. Mais si on voulait ajouter juste 2 contacts, ici, on a un contact ouvert et un contact fermé. Donc, ici, on a un NO et un NC. Voilà, si on avait juste besoin de ça, il nous suffira juste de prendre et d'aller le clipser sur
sur le contacteur. Et c'est très facile, hein, avec la molette que vous voyez ici, le petit levier là, de l'actionner, de le pousser par devant et de retirer le bloc. Donc là, c'est le bloc de contact additif. Ici, on a les blocs temporisés. On peut ajouter aussi des blocs temporisés. Voilà. On peut ajouter des blocs temporisés. Donc, on vient effectivement greffer sur du Schneider ou greffer sur du télémécanique. Hein. Donc, vous les greffez. Et ensuite, une fois que le contacteur moteur de base est excité, si c'est un bloc au travail, à partir de là, ben, le contact va fonctionner après un certain temps. Si c'est un bloc au repos, ici, ils vont fonctionner et se désexciter après un certain temps. Du moins, le contact va revenir à sa position après un certain temps. Voilà. Donc, sur le bloc additif temporisé, on a un contact NC, on a un contact NO. La même chose sur le bloc additif au repos, vous avez un contact NO et un contact NC. Voilà. Les contacts, contrairement aux les contacts temporisés, contrairement aux contacts normaux, hein, ouverts ou fermés, vous savez qu'ils étaient représentés ouverts comme ça, fermés comme ça. Okay, donc, contrairement à eux, le bloc additif, on y ajoute une espèce de parachute. Voilà. Qu'il soit ouvert, temporisé à l'ouverture ou temporisé à la fermeture. On y reviendra plus en détail dans une autre vidéo pour vraiment expliquer et prendre quelques exemples. Voilà, pour l'instant, c'était vraiment mettre la différence entre le contacteur moteur et le contacteur auxiliaire. Le contacteur auxiliaire de ce type-là, les télémécaniques ou les Schneider sont bien parce que vous avez plus de contacts et surtout, vous pouvez avoir des blocs additifs, vous pouvez greffer dessus pour avoir encore un peu plus de contacts. Contrairement au relais, vous serez quand même limité par certains contacts. Voilà. Voilà, et ici vous avez donc un contacteur. Là, on a quel type de contacteur là? Je pense que ça c'est un contacteur moteur. Voilà, je crois que là c'est L1, L2 ou L3. Bon, vous avez, bon, peu importe hein, que ce soit un moteur ou un contacteur auxiliaire, donc vous avez le contacteur et vous pouvez greffer soit le bloc additif, vous voyez, vous le greffez ici, soit le bloc temporisé. Voilà, vous pouvez greffer l'un ou l'autre en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez des contacts en plus, vous greffez ici. Si vous voulez des contacts temporisés, un à l'ouverture, enfin, un normalement ouvert, un normalement fermé, vous venez greffer ici. Maintenant, si vous avez besoin de plus de contacts, à partir de là, il faut aller revoir, donc il faut aller revoir vos schémas électriques afin de le modifier pour avoir plus de contacts. OK. Choisir son contacteur, ben, c'est pas quelque chose qu'on fait du tic ou tac. Hein. Si vous voulez choisir le contacteur, le choix du contacteur ne se fait pas par hasard. Hein. Il ne suffit pas de se lever et aller prendre un contacteur pour venir l'installer. Il faut passer par des calculs. Il faut passer par des calculs de charge, il faut passer par des calculs d'intensité. Voilà, c'est pas quelque chose qui se fait par hasard. Donc, il obéit à un calcul lié à la charge. Il faut tenir compte de votre moteur. OK? Il faut tenir compte du moteur, il faut tenir compte du courant d'appel. Voilà. Tout ça à tenir en compte pour choisir son contacteur. Alors ici, on a le contacteur dans dans le schéma. Dans le schéma. Et donc ici, on a un folio, hein, on a un folio 2 qui gère le moteur convoyeur. Voilà. Donc ici, on a un moteur de convoyeur. Ici, on a les caractéristiques du moteur. Hein, c'est un 380 600 volts, puissance 5.5 kg, fréquence 50 Hz, cosinus suit à 0,8, c'est un démarrage direct. Donc ici, on a ça. Et là, vous voyez, ici, on a voilà, ici, on a la bobine CAM1 qui est liée au
contacts KM1. Voilà, donc vous avez les contacts KM1 liés à la bobine KM1 ici. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez la bobine KM2, donc les contacts de KM2 qui sont liés à la bobine de KM2. Voilà. La seule chose qui manque ici, c'est les pointillés là. Voilà, ici. Ici aussi, pareil, c'est les pointillés là qui manquent. Voilà. Donc, voilà comment vous pouvez retrouver, ou voilà comment est-ce que vous allez retrouver les contacteurs de puissance dans le schéma électrique. Voilà. C'est vraiment au niveau du moteur, au-dessus du moteur, vous avez le moteur ici, et au-dessus du moteur, si vous remontez, vous allez retrouver vos différents contacteurs de puissance avec leur bobine axe aussi, qui, lorsqu'elles sont excitées, lorsqu'elles sont excitées, ben, crée le changement d'état des contacts. Voilà. Et ces bobines-là reçoivent du 24 volts. Ce sera en général du 24 volts ou du 48 volts. Voilà. Et ici, on aura notre 0 volts. Voilà. Donc là, c'est le schéma de puissance des contacteurs. Je répète, les contacteurs moteurs sont associés au schéma de puissance. Voilà. Ici, on a le folio 4 lié à la commande du convoyeur. Là, c'est la commande du convoyeur. Et dans la commande du convoyeur, on voit bien un bouton S1, c'est un bouton poussoir. On a un bouton poussoir S1 ici. On a ici un autre bouton poussoir S2 au niveau du grenier. On a un autre bouton poussoir S4 au niveau du champ. Ici, on a un capteur. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on imagine bien que c'est un capteur. Ici, B1. Ici, on a un autre capteur B2. Voilà. Donc ici, on voit bien qu'on a le contacteur de puissance KM1. Voilà. Donc, on voit bien que ici, on doit avoir l'arrivée de la tension, ça doit être du 24 volts. Donc, on va avoir du 24 volts qui va arriver ici et qui va repartir vers le neutre. Et donc, notre contacteur moteur va être excité. Et une fois que tout cela sera fait, c'est-à-dire quand on va appuyer sur le bouton S1, on va avoir, attendez, on va faire ça bien. On a donc du 24 volts ici. Voilà, donc lorsqu'on va appuyer sur le bouton S1, on va avoir du courant qui fera ça et qui viendra nous exciter notre bobine quand même. Sauf que lorsqu'on va l'arrêter, bah, il va se désexciter. Donc, on a mis un auto-maintien de telle sorte que lorsqu'on va appuyer, il va s'exciter et ce contact va se fermer, comme je vous ai dit tantôt. Et on aura donc le courant qui passera par là. OK, va exciter CAM1. OK, et lorsque CAM1 lui sera excité, on aura donc CAM1 excité, CAM1 excité ici. On aura donc le courant qui est ici, le courant qui est bloqué à ce niveau-là, qui va donc, puisque les contacts vont changer de position, descendre vers le moteur et alimenter le moteur. On aura la même chose avec KM2. Lorsque KM2 sera excité, on aura la même chose qui va se produire. Voilà. Voilà, c'est le petit exemple. Donc ici de ce côté, on a un capteur, on a un capteur qui va détecter quelque chose. Une fois qu'il va détecter quelque chose, on aura donc le courant qui va descendre ici, qui va descendre et qui va venir alimenter KM2. Voilà, ben, je vais KM2, je vais parler de parce que KM2 c'est la même chose que KM1. Donc on aura nos 24 volts ici. On vient sur B2, B2 va détecter la présence de quelque chose. On va avoir le courant qui va descendre ici, qui va passer par le contact de KM1 normalement fermé et qui va venir alimenter K2. Voilà. Et une fois que K2 sera alimenté, son contact ici auxiliaire va se fermer et on aura le courant qui va passer par K2, donc l'auto-maintien, et il va alimenter notre K2, on va alimenter notre K2 en permanence. Voilà. Et donc là, on aura notre 0. Voilà. Donc, vous voyez la représentation ici. Ici, ça, c'est la représentation donc, des contacteurs auxiliaires. Donc, vous aurez K2,
vous avez la bobine K2, vous avez K2 ici, voilà. La seule chose qui manque ici, c'est la numérotation. On n'a pas mis la numérotation ici. Par exemple, 13. Non, pas 13. Ici, c'est par exemple 13, 14. Ici, on aurait bien pu mettre... attendez, on va regarder. On aurait bien pu mettre, par exemple, 71, 72. Si on avait... si on était dans ce cas-là, on aurait bien pu mettre ici 71, il n'y a pas, et 72, par exemple. Voilà. Si on était dans ce cas-là avec plusieurs... avec un bloc additif. Alors, on aurait pu bien avoir ça. Voilà. Donc vous savez tout, hein. Vous savez maintenant un peu tout sur les contacteurs. Ouais, vous savez maintenant tout sur les contacteurs de contacteurs moteurs et contacteurs de puissance. Vous savez comment les reconnaître dans le schéma électrique. Voilà. Là, on est vraiment dans le schéma électrique. Vous avez le contacteur moteur ici. OK. Vous avez le contacteur moteur et vous avez le contacteur auxiliaire. Un contacteur auxiliaire, il n'y a pas que KM1 pour le moteur, il n'y a pas que KA2 pour le contacteur auxiliaire. On peut aller vraiment très loin. On peut aller à KM10, KM12, KM30, ça dépend de l'envergure de l'installation. Voilà. Et dans l'utilisation des contacts, on a des contacteurs moteurs avec des contacteurs auxiliaires, sont normalement ouverts ou normalement fermés, qu'on peut utiliser aussi dans le schéma, qu'on peut utiliser dans la commande pour pouvoir actionner ou confirmer un état avant de pouvoir démarrer. Voilà. Dans le schéma de puissance, il n'y a que contacteur moteur. Là, il n'y a que le contacteur moteur ici. Voilà. Il n'y a que le contacteur moteur. Donc là, c'est clair. Vous avez vu comment on les identifie. Associés à leur bobine, hein, qui porte le même nom. Voilà. Donc là, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le choix du contacteur obéit à un calcul, hein, de dimensionnement. C'est pas à choisir au hasard. Donc là, c'est clair. On a montré le bloc additif sur le contacteur, que ce soit le contacteur de puissance, le contacteur de commande, c'est la même chose. On a dit que les blocs additifs, il faut les prendre en fonction du constructeur. Si c'est du télémécanique, prendre des blocs télémécaniques. Si c'est du Schneider, prendre du Schneider. Après, peut-être qu'il y a des blocs qui sont interchangeables avec d'autres, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu ce cas-là. Si c'est possible, pourquoi pas, mais je ne conseille pas. C'est mieux d'utiliser les blocs du même constructeur. Voilà. Et s'il y a besoin d'informations par rapport aux tensions, aux intensités, ne pas hésiter à contacter le fournisseur, à contacter le fabricant, envoyer un mail ou à regarder sur Internet. Ils seront mieux commandés par rapport à ce qui est bien pour vous. Et lorsqu'on commande un contacteur moteur ou auxiliaire, il faut préciser, surtout si c'est dans le cas d'un changement de remplacement, il faut préciser donc la référence que vous avez. Par exemple, si c'est celui-là, la référence est LA3DR, repos off delay. Alors, il faut préciser celui-là avec un contact NO, un contact NC. Peut-être qu'il existe deux contacts NO sur le même bloc additif. Donc, il faut préciser pour ne pas avoir des surprises. Voilà. En matière de contacteurs moteurs ou contacteurs auxiliaires, dans le schéma électrique, tous les contacteurs, que ce soit moteur ou auxiliaire, sont nominatifs. Donc, vous allez retrouver votre contacteur auxiliaire avec son nom collé, KA2 ou KA1 ou KA6. Voilà. La même chose pour le contacteur moteur. Le contacteur moteur, vous verrez aussi son nom ici. Vous verrez son nom, KM1, KM2, KM7. Voilà. Donc, c'est fait pour voilà, y coller des noms. Donc, je disais en matière de commande, vous avez la référence ici pour le contacteur moteur LC1K0, je crois 9, 10 M7, voilà, 220, 230. Donc, si vous avez besoin si vous avez déjà ce contacteur que vous souhaitez le remplacer, bien, vous commandez le même avec les références.
et le fournisseur vous répondra en conséquence. Voilà, si c'est du VEG que vous avez, vous commandez après, libre à vous. La référence, elle est ici. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'en matière de... On en a parlé en matière de symbolique. Le contacteur de puissance, on va essayer de... on a dit qu'en matière de... En matière de puissance, le contacteur moteur, c'est du KM. Voilà. Et sont représentés, comme vous voyez ici, quand on a un mot contacteur auxiliaire, c'est du KA. Qu'on retrouvera aussi comme appellation sur les relais. Les relais, ce sera aussi du KA, mais les relais seront plus petits, ils auront moins de contacts. Et sur le relais, on n'aura pas la possibilité d'ajouter des contacts en plus. Voilà. Or, sur les contacteurs auxiliaires que nous avons, les plus gros là, c'est plus simple de greffer d'autres contacts ou d'autres blocs additifs supplémentaires pour avoir un peu plus de possibilités. Voilà. Mais tout cela est vraiment décidé par, par le bureau d'études lors de la phase de conception de schémas électriques. Ensuite, si vous avez des techniciens qui sont très à l'aise, si vous, en tant que technicien, vous êtes très à l'aise en matière de modification de plans et schémas électriques, vous pouvez effectivement modifier les schémas électriques en utilisant des relais si vous avez besoin que de 1 ou de 2 contacts, ou en utilisant des contacteurs auxiliaires d'envergure si vous avez besoin de plus de contacts. Voilà. Rappel, hein, le contacteur moteur, c'est pour des puissances, des fortes puissances, hein, 230, 380 et au-delà. Voilà. Et le contacteur auxiliaire, c'est pour des puissances 12, 24, 48. Voilà. Et les bobines fonctionnent en 24, que ce soit le contacteur moteur ou le contacteur auxiliaire. Les bobines, c'est du 24, du 12, du 48. Voilà. Tout dépend de ce que vous avez, sous la main. Voilà. Enfin, pour terminer, la différence visuelle entre un contacteur moteur et un contacteur de puissance, c'est l'expression T1, T2 et T3. Donc, si vous avez cette expression, ou si vous avez ces lettres-là sur votre contacteur, c'est que c'est un contacteur de puissance. Si vous n'avez pas, c'est que c'est un contacteur de commande. Voilà. Enfin, un contacteur auxiliaire. On ne répare pas un contacteur. Je répète, on ne répare pas un contacteur. Si vous sentez que votre contacteur ne fonctionne pas, s'il est un point dur, vous le remplacez simplement. Voilà, vous le remplacez, vous prenez l'ancien, vous mettez à la poubelle. On ne répare pas un contacteur. Et assurez-vous, hein, lorsque vous câblez, que vous serrez bien vos fils. Vous mettez des embouts et vous serrez bien vos fils. Voilà. On est arrivé au bout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, laissez un commentaire. Si vous n'avez pas aimé, laissez toujours un commentaire. Ça permettra de s'améliorer pour d'autres vidéos. Allez, je vous dis merci et à la prochaine.